Par le calame, par le verbe et par la puissance de l'amour, je confisquerai mon Gabriel et sa Harit aux ombres, afin que leur sourire éclaire ma vie pour toujours. Avec eux à mes côtés, aucune nuit ne sera noire. Je m'appelle Fatou Diom. Je suis un petit matelot du Saloum maintenant. Je rame dans l'Orient, là-bas en Alsace, avec la voix de mon Gabriel, mon héros, mon capitaine de pêche, mon grand-père qui me dit toujours « La fifaf, rame et passe ». Je suis à la fois exigeant, à la fois rêveur, je suis très engagé, je suis un passionné. J'aime ces challenges qui réunissent comme ça, qui bousculent les codes. Je déteste les frontières, je déteste les barrières, je déteste les cases. J'aime le corps en mouvement, parce que le corps en mouvement, il dit, il raconte, il crée de l'émotion. La chance que j'ai, c'est qu'avec la danse, effectivement, on peut le partager vraiment avec tous. Il y a comme ça quelque chose d'infini. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je vous emmène dans un grand magasin découvrir la dernière création du chorégraphe Mourad Merzouki. Ensuite, un coup de cœur musical avec la chanteuse Imani qui revient avec un 5e album. Mais d'abord, on va se laisser envoûter par la plume poétique et engagée de Fatou Diom. Elle nous attend au théâtre de l'Odéon. C'est l'un des joyaux du patrimoine parisien. Inauguré en 1782 sous l'impulsion de Marie-Antoinette, il a accueilli des chefs-d'œuvre et vu défiler les plus grands comédiens. Mais l'Odéon est aussi un théâtre de révolte. Occupé en 1968, repris en 2021 par les intermittents du spectacle, il incarne la parole citoyenne, autant que la création artistique, la culture et la liberté. C'est ici, Fatou, qu'a été créé en 1784 le mariage de Figaro qui questionne la justice sociale de son époque. Est-ce que vous avez envie que votre œuvre ait un écho dans le débat contemporain? On est ici dans un théâtre et je trouve ça magique de savoir que tout à l'heure, il y a le Sénat. Ah, donc vous n'êtes pas venu pour Corneille, Molière, Racine, Voltaire. Vous, ce qui vous intéresse aussi, c'est la proximité du Sénat. Oui, il y a le Sénat juste derrière. Et je considère que cet endroit est idéalement placé. Donc vous avez là le lieu des artistes et derrière vous avez les éditeurs au boulevard Saint-Germain. Donc je considère que le législateur pense à organiser notre vie sociale, il légifère et les artistes observent. Les artistes, pour moi, ce sont les arbitres des juges. Ce sont eux qui gueulent, qui râlent pour la société quand ça ne va pas. Ils dénoncent les injustices. Et puis les éditeurs rendent cette parole publique. Donc je trouve que le théâtre de l'Odéon est vraiment idéalement placé. Fatou Diom, ce nouveau roman « Aucune nuit ne sera noire », c'est un hommage vibrant à votre grand-père qui vous a élevé sur l'île de Niodior au Sénégal. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu nous transmettre à travers lui, à travers cet homme que vous appelez mon héros, mon capitaine, ou Gabriel comme l'ange? Oui, d'abord ma gratitude, parce qu'on nous voit grandir et puis on ne sait pas qui sont les gens qui nous ont portés sur leurs épaules. Eh bien, mon grand-père, c'est mon géant, c'est mon capitaine, voilà, c'est l'homme de ma vie en quelque sorte. Après tous ces livres, je pensais que c'était le moment de m'arrêter un petit peu, de regarder, jeter un coup d'œil derrière mon épaule et me souvenir de qui m'a porté et soutenu jusque-là. Et c'était mon grand-père. Pourquoi ce titre « Aucune nuit ne sera noire » ? Oui, parce que vous savez, je parle de la rôdeuse des ombres, donc la mort. Et c'est censé être l'obscurité, la disparition. Sauf que mon grand-père, il est toujours présent. Il n'a jamais été aussi présent. Donc, son sourire est toujours là. Pour moi, quand j'écris, aucune nuit ne peut être noire parce qu'il y a toujours mon grand-père qui m'accompagne. Donc, sa disparition, le mot que je ne dirais pas, la rôdeuse des ombres l'a emporté, certes,
mais elle ne m'a pas laissé dans l'obscurité parce que cet homme-là m'accompagne et c'est une lumière sur mon chemin, et, devant comme derrière, et il est toujours là. Donc aucune nuit ne peut être noire quand je continue à me souvenir de ses enseignements. Je suis obligée de vous poser la question. Il est parti il y a 25 ans maintenant. 2001, oui. Ouais, Oui. Il y a presque 25 ans. Exact. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire sur lui? Vous savez, quand vous êtes habité par un tel amour pour quelqu'un, c'est très difficile de parler de lui. Et il n'y a rien de plus nunuche que de parler d'amour et d'affection et de tendresse. Donc ça, c'est tout de suite le coup. Et alors, pour pouvoir réfléchir et en tirer quelque chose, et pas seulement mon grand-père, ce héros, ce géant que j'admire, eh bien, il fallait grandir un petit peu pour prendre de la bouteille au niveau littéraire et pouvoir rendre hommage à quelqu'un sans faire trop ma folle, quoi. Fatou, on revient sur votre carrière. Vous avez conquis la scène littéraire internationale avec votre premier roman, Le ventre de l'Atlantique. Vous êtes traduite dans plus de 20 langues. Vous êtes membre de l'Académie royale De langue et de littérature française de Belgique. C'est pas rien. Votre œuvre, elle est poétique, mais elle est aussi engagée, politique. Vous avez toujours refusé de vous taire face aux injustices. Quels sont les grands thèmes qui hantent vos livres, ou peut-être le fil rouge qui les relie tous? Un engagement atavique que je tiens de mon grand-père. Il me disait, devant l'injustice, fais ce que tu peux à ton modeste niveau. Ne reste pas indifférente. Et donc, j'essaie d'être fidèle à cette éducation. J'aimerais qu'il soit fier de moi, où qu'il soit, s'il me regarde, qu'il sache que je n'ai toujours pas appris à rester indifférente. Qu'est-ce qui vous révolte le plus aujourd'hui? La marginalisation, la stigmatisation, cette quête de bouc émissaire. Dès que l'économie va mal, l'extrême droite se porte mieux. Et donc, dès que l'extrême droite se porte mieux, les droits des femmes reculent. Et pour moi, tout ça est lié et nous devons réagir. Quand on parle des migrants, c'est que c'est une cible du moment. Quand on aura fini de parler des migrants, on parlera d'autres. Et dans toutes les sociétés, les marginalisés, ce sont toujours les étrangers, les femmes, les enfants. Ce premier roman, Le ventre de l'Atlantique, est-ce qu'il a changé votre vie? Totalement. C'est-à-dire? Professionnellement, il a changé ma vie puisque jusqu'au ventre de l'Atlantique, je faisais des ménages. Même un an après le ventre de l'Atlantique, j'étais encore doctorante à la fac de Strasbourg, mais je donnais des cours, j'étais chargée de cours. Et malgré tout, je faisais encore mes ménages pour compléter, de quoi vivre. Et ce premier roman, il est venu me lancer dans l'activité littéraire. Et depuis, je suis conférencière, donc même quand je ne publie pas, je voyage à travers le monde, je donne des conférences. Et donc, c'est mon métier maintenant, la plume, encore la plume. Je vous emmène dans un grand magasin parisien. Il fait noir et il n'y a pas de clients autour de moi. C'est normal, les portes viennent de fermer. Mais vous allez le voir un peu plus loin, une scène est en train de s'improviser pour la répétition générale du dernier spectacle de Mourad Merzouki. Mourad Merzouki, c'est un roi du hip-hop contemporain. Sur scène, une dizaine de danseurs circassiens vont nous livrer une fresque poétique et de haute voltige qui revisite le célèbre mythe de la tour de Babel. Drainer des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir un spectacle de danse. Mourad, qu'est-ce qui vous a donné envie de revisiter ce mythe universel? Alors, je trouve le mythe est intemporel. C'est-à-dire que quand je me suis intéressé à ce mythe, je me suis dit à un moment, finalement, on pourrait le reprendre aujourd'hui. Ces gens qui ne se comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas la même langue, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est un mythe qu'on pourrait réactualiser, qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas le reprendre, mais en faire une version plutôt belle. C'est-à-dire, la tour, on la termine, les gens s'entendent. Voilà, moi, j'utilise le corps comme langage universel et l'idée, finalement, c'est de dire que cette tour, à ma manière, je vais la terminer, je vais aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je la fais à l'envers. Plutôt que de partir du bas vers le haut, je pars du haut vers le bas. On revient à l'essentiel, on revient à la terre, on revient à l'humanité. Enfin, il y a quelque chose de beau.
Vous avez souvent dit que pour vous, Babel, c'était une utopie en mouvement. Comment est-ce que vous la voyez concrètement, cette utopie? Peu importe d'où l'on vient, il y a cette espèce d'évidence du langage des corps qu'on peut tous comprendre. Et là, dans Babel, effectivement, il y a ce désir de mettre en avant ce qui est finalement essentiel, à savoir le corps. Ce spectacle, il mêle danse, hip-hop, art visuel, cirque. Comment s'enrichissent toutes ces disciplines? Moi, je ne m'arrête pas, je ne mets pas des cases sur les disciplines. Au contraire, j'essaie de faire en sorte que le dialogue se crée entre toutes ces disciplines. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire à un moment de partager comme ça un plateau avec des corps différents, avec des techniques différentes. Et j'essaie d'en faire plus qu'un. Et ça, c'est à chaque fois un joli défi. Puis ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir m'adresser comme ça à un public le plus large possible. Et c'est vrai qu'avec le hip-hop, avec le cirque, qui sont des techniques très visuelles, très spectaculaires, j'essaie de construire des chorégraphies avec une exigence, avec un fond. Vous nous avez déjà habitués à investir des lieux inattendus comme les musées, les espaces publics, aujourd'hui le bon marché la nuit. Qu'est-ce que cet endroit si particulier apporte à votre dramaturgie? Alors c'est un vrai défi, un joli défi, parce que c'est effectivement pas un espace de spectacle, c'est un lieu qui est un lieu pour le commerce. Donc du coup, d'imaginer un spectacle dans ce lieu mythique, hein, avec ses verrières, avec cette possibilité d'avoir le spectateur tout autour, c'est un challenge artistique. Donc là, j'ai choisi la Tour de Babel justement pour essayer d'investir l'espace sur la hauteur, pour que le public puisse justement voir les artistes de manière très proche. Mais c'est un défi aussi parce que historiquement, de voir un spectacle dans ce lieu, il y a quelque chose d'inattendu et j'ose espérer qu'on va toucher aussi un public qui est un public nouveau, un public qu'on va aller chercher, qu'on va approcher. Et ça me plaît. Notre coup de cœur cette semaine est musical. Si je vous dis une voix chaude et profonde qui a conquis le monde avec le titre You Will Never Know, vous me répondez Imani, bien sûr. Elle revient avec un 5e album, à travers lequel elle nous invite à considérer la colère des femmes comme un chant de liberté et de guérison. Pour nous, elle se dévoile sans filtre. And tell me what it is that I need. You see, I choose to be whatever I am. You judge me, but I am free to be who I am. You see, I choose to be whatever I am. You judge me, but I am free to be who I am. Bravo! Bonjour Imani, bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver pour parler de ce nouvel album écrit un peu comme une libération. Est-ce que c'est un manifeste? Peut-être. Je ne l'ai pas écrit comme tel. Ouais. Ça l'est peut-être devenu avec le temps. Mais au départ, c'est vraiment un album que j'ai écrit pour moi. J'avais besoin d'écrire, de mettre toute la colère que j'avais emmagasinée dans des chansons. Et en fait, avec un titre comme celui-là, ça devient un manifeste, ça, c'est sûr. On vient d'entendre ce premier single, I Am Who I Am. C'est une chanson dans laquelle tu dis finalement je me choisis, je suis qui je suis et ça me suffit. Ça s'adresse aux femmes. Quand on écrit un album aussi personnel, aussi féminin, est-ce qu'on ne prend pas le risque de laisser les hommes de côté? Alors, quand on écrit un album comme ça, on ne pense pas beaucoup aux hommes. Hein. Oui. Ou on y pense dans un endroit qui peut-être leur ferait pas plaisir, ça c'est sûr. C'est-à-dire que ça m'est un peu égal de savoir comment se situent les hommes à l'intérieur de ça. Comme j'ai dit, j'ai écrit cet album pour moi, pour aller mieux. Et j'ai adressé des choses qui me dérangeaient. Ceux qui se sentent un peu lésés, c'est ceux qui n'ont rien compris. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui est contre les hommes, mais c'est quelque chose qui est pour les femmes. C'est pas tout à fait pareil. Alors des choses qui t'ont heurté, qui t'ont blessé, est-ce que tu peux préciser? En fait, je vis une séparation qui est douloureuse et ça arrive à tout le monde, je veux dire. Mais je me suis vraiment interrogée sur
qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être une femme dans un couple, et surtout dans un couple qui se défait d'une manière brutale. À la fois, j'ai écrit cet album avec l'espoir de pouvoir survivre cette épreuve que beaucoup de gens traversent. Et à la fois, ça m'a forcé à m'interroger sur moi-même, sur comment j'en étais arrivée là, et donc, de fait, la colère des femmes. Merci Imani, merci Stéphane pour l'accompagnement à la guitare. On va en profiter, on va se quitter en musique. À très vite pour de nouvelles aventures du Paris des Arts. Please make up your mind. You're making me mad. You're making me mad. You're making me mad. Don't wanna be paying for your crimes. I waited for so long. If I wrote you a song, make up your mind.